Il est 19h05. On a 16 participants. Je pense qu'on va commencer. Donc, je vais commencer par une brève introduction et je vais donner la parole ensuite à Alain qui va nous faire sa présentation et on reviendra après pour les questions-réponses. Donc, bonsoir, chers collègues responsables informatiques. Bienvenue à cette session virtuelle. Je suis Tania Adjagan, comme vous vous en doutez tous. Je suis ingénieure réseau de formation, actuellement en service à la Banque africaine de développement et je suis très heureuse d'être la modératrice de cette session. Alors, il est présenté comme un des tauliers du monde informatique au Bénin. Une fois d'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un le présenter comme un ancêtre de l'informatique. Il ne croyait pas si bien dire. 28 années d'expérience professionnelle, une carrière riche et variée. Alain Baguidi, puisque c'est de lui que nous parlons, est un vrai pionnier en IT. De son parcours, on retient qu'il a contribué à la mise en place d'un des premiers FAI au Bénin. Il a contribué à l'implantation des premières BLR, boucles locales radio, dans la ville de Cotonou. Il a servi pendant plusieurs années à l'Institut international d'agriculture tropicale et pendant 15 années, il a conduit l'informatique de la Société générale des banques, de sa naissance jusqu'à sa maturité. Aujourd'hui, il est à la tête d'une des SSI les plus importantes du Bénin, The Digital World Technologies. Depuis plus de 5 ans, il coordonne plusieurs grands projets à la tête de cette entreprise, dont le centre de calcul de l'Université de Dangbo, le data center national, la fusion du système d'information des banques BAIC et BIBE. Il est aussi connu pour avoir conduit plusieurs missions d'audit et de gouvernance des SI. Nous serons très incomplets si nous oublions que cet ingénieur, depuis plusieurs années, s'attelle à former des jeunes ingénieurs, des jeunes cadres à SGIS, ICRI, MSP et bien d'autres sur des modules d'urbanisation des SI, management de la qualité, audit des systèmes d'information, etc. Il est l'un des précurseurs du club des SI, qu'il a d'ailleurs présidé sur 2 mandats. Alain Baguidi aujourd'hui nous parle du plan de continuité informatique et du plan de reprise informatique. Quelles sont les différentes étapes à suivre pour élaborer un plan de continuité? En cas de survenue de crise, comment s'y prendre pour une meilleure gestion? Et en quoi une fiche d'évaluation des incidents, en quoi ça consiste? Donc, pendant environ 30 minutes, Alain va nous entretenir sur ces différentes thématiques. Puis, nous aurons une séance interactive de questions-réponses et on pourra aller vers la conclusion ensemble. Donc, les grands font toujours les choses différemment. J'ai été sidérée quand j'ai vu la présentation d'Alain parce qu'il l'a illustré par des images des Amazones, des Woman King, les Amazones du Bénin. Il nous en parlera certainement dans son introduction tout à l'heure. Alain Baguidi, the floor is yours. Thank you. Merci beaucoup, Tania. Et merci à tous. Et je remercie tous ceux qui sont connectés et puis aussi ceux qui vont se connecter après. Alors, aujourd'hui, on va parler du plan de continuité d'activité. Et c'est un sujet qui est très intéressant pour chacun de nous. Et je pense qu'on va aller très rapidement parce que c'est assez long comme question. Et puis après, on va essayer d'échanger ensemble. Donc, la première question qui m'est posée, j'essaye de charger mon écran. Et alors, vous voyez mon écran ou pas? Pas encore. Non, pas Pas encore. Est-ce que j'ai tous les droits?
En principe, oui, je peux toujours vérifier. Sinon, j'ai demandé à ce que ce soit tout le monde qui présente, hein. A fortiori, qui est co-organisateur. Que j'ai encore un incident en plus, c'est tout. Les participants inscrits Parce peuvent que j'essaie de... contrôler, je vois, je viens. Oui, qui peut présenter tout ça. Voilà, c'est bien ça. Tous peuvent présenter. Tu n'arrives toujours pas, tu as un message d'erreur? Non, Alors, je ne sais pas, peut-être est-ce que je peux essayer de partager à mon niveau et OK. dans la présentation, tu me diras, peut-être d'évoluer sur la slide prochaine, peut-être pour qu'on gagne du temps, je ne sais pas. OK. On peut commencer Ouais, comme ça? ouais, ouais, pourquoi pas. Tout à fait, c'est une bonne idée. Oui. D'accord, donc je partage mon écran. Là, vous l'avez? Non, pas encore. Ah oui, 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 oui. Ça vient d'arriver. Nous D'accord. voyons vraiment nos Amazones. Voilà, parfait. Donc Alain, on va essayer de coordonner, tu me dis de faire évoluer et puis, ça devrait pouvoir aller. D'accord. Donc, Merci beaucoup. alors, pour répondre à la première question Si tu veux, de Tania, c'est Tania, possible de passer en pourquoi mode une présentation? illustration? Ouais. Là, c'est mieux? Non, Là, on c'est a bon? encore besoin de marquer. Ah, Ah, bon, OK, OK, c'est bon maintenant. d'accord. Merci. OK. Donc, cette image, la réponse est à la page suivante, hein. Et si Tania peut aller à la page suivante, on verra bien pourquoi j'ai illustré cette présentation par nos Amazones qui sont une fierté nationale mais qui n'a pas eu une mère et qui est vivant, ça va être assez bizarre. Donc, est-ce que... Non, donc Tania n'a pas la bonne... Shit, ok. J'ai rajouté, j'ai rajouté quelque chose à ce... J'y arrive pas. Ah, c'est la dernière version que tu m'as envoyée tout à Oui, l'heure. ouais, j'ai refait une version entre-temps, hein, pour dire que nos Amazones n'attendent pas le jour de la guerre pour se mettre en ordre de bataille. Elles se forment et se mettent en condition tous les jours de paix pour les jours de guerre. Elles ont fait le sacrifice immense de leur vie pour sauvegarder le royaume. Elles sont un secours ultime pour notre survie. En fait, et je ne sais pas si tout le monde sait, les Amazones n'avaient pas le droit de se marier. C'est un sacrifice énorme. C'est un sacrifice énorme pour les femmes. Et c'est juste pour prémunir le royaume qu'elles font ça. Donc, quand on a fini de dire ça, il y a la vraie question qui est celle du secours, parce que le secours informatique n'est pas venu est nihilo, c'est quelque chose qui est venu de certains principes et de prudence qu'on a dans les organisations. Donc, et j'illustre ça avec cette diapo en disant un homme sage et prudent pense toujours à se prémunir contre les mauvais jours. Croire que tout se passera toujours comme on veut, c'est faire preuve de naïveté. Est-ce que Tania peut avancer sur la diapo suivante?
J'ai déjà avancé à mon niveau, je ne sais pas, peut-être, il y a un délai, c'est ça? Non, c'est bon. Bon, D'accord. bon, c'est peut-être moi qui ai un souci. Je suis dans un endroit où c'est un relief assez accidenté et donc je n'ai pas un très bon signal. Ah, Ouais, malheureusement. là, c'est le plan qui est affiché. Oui, c'est bon maintenant chez moi. Alors, donc, et pour discuter du plan de continuité informatique, et, et nous allons faire une brève introduction et comme je le disais tout à l'heure, nous allons passer dans l'introduction, nous allons faire un peu d'historique, un peu de vocabulaire et puis présenter à la suite, au point 2, ce qu'on n'entend pas dispositif d'alerte, comment c'est constitué, et les dispositifs de crise au point 3, et puis comment on clôture un incident et quand il y a une crise. Et puis, quelques notions et sommaires de comment on présente une salle de crise et une fiche d'évaluation. Donc, sur c'est ce que nous allons voir dans les minutes à suivre. Est-ce que tu peux m'aider, Tania? Oui, on Oui, est à la l'introduction. suivante. Mmh. Oui. Alors, donc, le plan de continuité d'activité est, est le plan de reprise informatique. Non, non, excusez-moi, je suis allé plus vite. Le plan de continuité informatique et le plan de reprise informatique. C'est vraiment des questions qui nous sont toujours posées quand nous sommes de jeunes informaticiens ou de jeunes ingénieurs. Et moi, je crois que j'ai suivi ces choses-là parce que quand je travaillais à la banque, c'est une question réglementaire. Et un bon matin, on va vous dire, est-ce que vous avez un plan de secours informatique, etc. Donc, c'est vraiment un sujet qui est un sujet très important pour toutes les entreprises qui sont sous-tendues ou qui ont leur cœur de métier, qui sont soutenus par des outils informatiques. Donc, une définition sommaire du plan de continuité informatique, c'est une sous-partie du plan de continuité et choses d'activité qui est destinée à permettre à la reprise des systèmes d'information lorsque celle-ci est impactée par une situation de crise, un sinistre ou une défaillance majeure, etc. Donc, et quand on est en crise, parce que tout à l'heure, comme je l'ai dit, et j'ai dit, tout ne va pas toujours bien comme on le veut, et il y a des situations où on doit rendre service. Et je me mets toujours à la place des gens quand on vient, on dit dans une caisse, dans un guichet de banque, et il n'y a pas de connexion, c'est vraiment désagréable, les gens ne sont pas du tout contents. Et en tant qu'informaticien, c'est des sujets que nous avons tous croisés. Donc, il est très important pour chacun de nous de se mettre en tête que il faut forcément avoir une possibilité quand, quand nous offrons du service, qu'il y a une possibilité de reprise rapide s'il y a un incident, ou tout au moins d'offrir quelque chose de dégradé pour répondre à la continuité de service. Alors, le système d'information doit prévoir cela. Mais cette prévision ne vient pas ex nihilo. Il y a déjà, dans toutes les activités qui sont des activités d'entreprise, les gens ont déjà des mécanismes de secours pour que, en cas de défaillance, pas forcément informatique, hein, quel que soit le type de défaillance, que les gens puissent répondre à minima à la continuité de service. Donc, toutes les entreprises aujourd'hui qui dépendent de leur système d'information doivent adopter une démarche qui est celle de la continuité informatique. Et ça, nous avons des normes aujourd'hui qui fixent cette démarche-là. Je les ai citées pêle-mêle ici.
ISO 22301, qui est une vraie norme de PCA, et vous allez voir la question sécuritaire ISO 27000, et spécifiquement le PCI PRI, hein, nous avons vraiment une norme ISO 24762 qui régit ce que c'est que le plan de continuité informatique. Alors, et comme je le dis ici, les entreprises ou organismes qui peuvent mettre en place un plan de continuité informatique, hein, afin de prévenir l'incapacité d'exploiter régulièrement leur système d'information face à des questions de risque. Hein, on a des risques comme des catastrophes naturelles. N'importe quoi peut arriver, une tempête peut emporter des choses et couper des liens, etc. Les incendies, les actes de malveillance, et puis des erreurs ou accidents, et puis aussi des risques de technologie industrielle. Tania, on peut avancer, s'il te plaît? Alors, donc, comme je l'ai dit, le PCI et PRI va être fortement dépendant de la démarche de ce qu'on appelle le plan de continuité d'activité ou bien le plan de reprise d'activité. C'est-à-dire, c'est des mécanismes que toute entreprise qui rend un service aujourd'hui doit être amenée à mettre en œuvre. Ce n'est pas seulement informatique, mais toute l'opérationnalisation pour rendre du service en continu passe par un PCA, un PRA. Et le secours informatique ou la reprise informatique va vraiment emprunter beaucoup au PCA, au PRA. Et donc, j'ai tenu à présenter quelques informations sommaires sur le sujet. Est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît? Alors, rapidement, hein, pour parler de plan de continuité d'activité, c'est la mise en place d'un plan de continuité d'activité qu'on appelle PCA est une démarche importante pour assurer la continuité de l'entreprise en cas d'incident ou de crise. Donc, les étapes clés à suivre pour la mise en œuvre du PCA, c'est les étapes suivantes. Nous avons d'abord l'identification des activités critiques. Donc, quelle que soit la nature de l'entreprise, nous rendons un service et nous avons des activités critiques. Et vous allez dans une banque, si jamais on n'arrive plus à faire du dépôt ou du retrait, ça devient très rare. Donc, c'est une activité critique. Donc, quelle que soit l'entreprise où on travaille, nous devons pouvoir identifier l'analyse des risques suivant le secteur, suivant notre positionnement, etc. Nous devons pouvoir faire une cartographie des risques pour le PCA. La définition du PCA et les évaluations des solutions, l'élaboration du plan de continuité, les tests du plan, la formation et la sensibilisation au PCA et la mise à jour régulière du plan. Je vais dire des choses, il y a des choses très importantes que j'ai coupées très rapidement. Quand on a un PCA, il faut vraiment faire les tests de PCA et c'est normal dans certaines institutions, on a régulièrement des tests qu'on fait en grandeur nature, ou bien on choisit des secteurs sur lesquels on fait des tests. L'autre chose, il faut former les gens parce que, et comme je disais tout à l'heure, les Amazones ne se lèvent pas le jour de la guerre pour faire la guerre. Il y a toujours une préparation, donc il faut former les gens au PCA et sensibiliser. Donc, il y a toute une organisation sur le PCA. Peut-être si un jour on a le temps, on peut en parler, de parler vraiment du PCA. Et il y a toute une organisation qu'il faut formaliser. Ce n'est pas de l'informatique uniquement. Et d'ailleurs, même le PCI-PRI n'est pas de l'informatique rigoureusement, mais c'est une organisation qu'il faut maintenir. Donc, la sensibilisation des gens pour qu'ils soient au courant des gestes à faire, des procédures, etc., est une chose importante dans les procédures de PCA et PRA.
et la mise à jour régulière du plan parce qu'il y a peut-être des évolutions, des choses qui ont impacté le plan que nous avions fait avant. Donc, à tout moment, quand il y a des changements, il faut aller vers ce plan que nous avons pour mettre ce plan à jour pour qu'il ne soit pas en déphasage avec la réalité. On peut avancer, s'il te plaît. Alors, donc, quand on en parlait, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne soyez pas surpris de revoir des choses du plan de continuité d'activité dans le plan de continuité informatique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle vraiment le plan de continuité informatique, puisqu'il y a deux notions ici, le plan de continuité informatique et le plan de reprise informatique. Donc, le plan de continuité informatique, il concerne principalement les activités opérationnelles de l'entreprise et en garantissant le fonctionnement des systèmes et des applications qui supportent ces processus métiers. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir du plan de continuité informatique. Alors, on a des étapes suivantes pour définir le plan de continuité informatique. D'abord, la définition des objectifs de continuité d'activité en cas d'incident majeur, c'est-à-dire quelles sont les applications, quelles sont les fonctions de l'entreprise qui doivent être secourues en premier lieu, hein, quelles sont les machines qui doivent remonter tout de suite pour soutenir certaines applications, etc. On doit identifier on doit définir les objectifs de continuité. Qu'est-ce que nous remontons en premier? Et si c'est tel métier, quelles sont les applications qui soutiennent ce métier, etc. Donc, première chose, définir les objectifs de continuité. Deuxième, l'identification des activités et des processus critiques à protéger. Donc, quand nous sommes dans une entreprise, il y a des applications qui sous-tendent des activités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas pouvoir retirer ou déposer de l'argent à une caisse d'une banque, c'est vraiment c'est la banqueroute que ça peut amener. Donc, on doit regarder cette activité et les processus qu'il faut protéger dans cette activité. La mise en place de mesures pour protéger les systèmes et les applications et puis aussi les données critiques, la préparation de plans d'urgence pour restaurer l'activité le plus rapidement possible et la gestion de la communication avec les clients, les utilisateurs, les partenaires et les autorités réglementaires. C'est des process qui sont vraiment réglés et très importants. En ratant quelque chose là, vous allez amener une catastrophe. Et comme je l'ai dit depuis le début, c'est une question organisationnelle et non informatique complètement. Donc, les plans d'urgence pour la reprise, c'est des choses, on va voir tout à l'heure comment on peut faire des plans d'urgence pour la reprise. La gestion de la communication avec la clientèle. Hein, dire aux gens, ah non, c'est tout un process qu'il faut élaborer avant que la crise ne vienne et que nous sommes entraînés à avoir les gestes qu'il faut en face de chaque client, des utilisateurs et des partenaires, pour qu'il n'y ait pas de panique, pour qu'il n'y ait pas de mal compréhension. C'est vrai qu'il y aura des délais dans certaines choses, etc. Mais nous devons communiquer efficacement pour que ces choses-là puissent se passer et jusqu'à ce que la reprise de l'activité revienne à la normale. On peut passer au suivant. Alors, donc, pour réaliser le plan de continuité informatique et le plan de reprise informatique, il y a plusieurs étapes clés et on va les regarder rapidement. On a parlé tout à l'heure d'évaluation de risque. Alors, si vous travaillez, par exemple, j'aime bien cet exemple-là, si vous travaillez dans un établissement qui fabrique, par exemple, PEB fabrique des matelas. Alors, le risque le plus évident, si vous avez votre salle de machine dans cet environnement, c'est le risque de feu.
identifier les risques potentiels qui pourraient affecter vos systèmes. C'est-à-dire, là, il y a du synthétique, ça peut brûler rapidement, etc. Donc, évaluation des risques et voir ce que nous pouvons faire. D'accord? Et il faut aussi regarder les systèmes critiques, hein, les systèmes centraux qui sont critiques sur la question matérielle. Regarder les cyberattaques. C'est vrai que nous, les catastrophes naturelles, on ne les a pas réellement dans notre sous-région. Sinon, vous savez bien que les catastrophes naturelles peuvent tout engloutir très rapidement. Deuxième point, l'analyse d'impact sur l'activité. Ça, c'est une notion qui vient du plan de continuité d'activité, le BIA, Business Impact Analysis. C'est vraiment quels sont les impacts que un incident d'une certaine nature peut avoir sur notre activité. Je dis par exemple, vous venez voilà, je reprends la banque. Si le système d'information bancaire ne tourne pas du tout, alors la banque est arrêtée. Est-ce que nous sommes d'accord de le faire ou pas? Donc, nous devons faire des analyses et voir quels sont les modules qui sont critiques, les moins critiques, ceux qui peuvent rester en panne un jour ou deux. Tout ça, avec les métiers, ça se fait pour qu'on puisse savoir l'ordonnancement et la remise en route de ces sujets-là. C'est ce qui va nous aider à dire oui, telle application démarre le plus tôt que possible ou bien ça peut attendre. Alors, le point 3, il faut développer le plan de continuité informatique. Donc, sur la base des résultats de l'analyse des risques et de l'analyse d'impact sur l'activité, on va élaborer un plan détaillé qui décrit les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir les services informatiques essentiels en cas d'incident. Donc, ça, c'est vraiment du travail intellectuel et qui demande pas seulement l'informatique, hein, qui demande la mobilisation des métiers, etc. Donc, ça, et dans ça, la partie informatique peut avoir à réécrire ou à écrire les procédures de sauvegarde, les procédures de restauration, de redémarrage. Par exemple, vous devez avoir une procédure de redémarrage, par exemple, de Active Directory, procédure de redémarrage d'une application spécifique, etc. Toutes ces procédures-là, si elles sont bien classifiées, doivent être rédigées pour qu'en cas de survenance d'un incident, et quand on revient à la normale, dans quel ordre on redémarre ces choses, comment les choses se font, et on doit le dire. On peut avancer? Tania, s'il te plaît. Là, c'est bon? Pas encore bon chez moi. Je suis au niveau du résultat du sondage ici. Voilà. Et j'ai en prélude à cette activité, j'ai posé quelques questions et j'ai souhaité vraiment, avant qu'on n'aille plus loin, vous présenter un peu l'état de ce sujet dans nos différentes DSI. Donc, vous voyez bien que la question de continuité d'activité ou de reprise informatique ou reprise d'activité est vraiment une question qui est importante pour la majorité de notre place. Donc, Tania, on peut aller rapidement. C'était juste pour voir qui est concerné par ce sujet. Et je pense que la plupart des gens qui ont répondu sont concernés par ce sujet parce que beaucoup n'ont pas de plan ou bien les plans ne sont pas à jour, que ce soit du PCA ou du PCI ou du PRA ou du PRI. On est toujours dans une
on, est, on a un résultat qui montre qu'on a encore du travail à faire. On peut avancer. Alors, et tout à l'heure, j'ai commencé par parler de certaines notions et il y a des notions importantes sur lesquelles j'ai fait quelques développements parce que dans ce type de problématique, c'est vraiment assez, c'est des questions documentaires, des questions qui sont très, très pointues, si je veux dire la chose comme ça. Et il faut apprendre à avoir des guides pour faire certaines choses. Donc, je me suis permis de présenter quelques notions ici. Et, par exemple, de la question de dispositif de gestion de crise. Il y a, quand on a dans le plan de continuité d'activité, j'en ai parlé tout à l'heure, nous devons mettre un dispositif de gestion de crise en place. Et dans ce dispositif de gestion de crise est bien documenté et on a l'ensemble des moyens de secours qu'on a documentés, etc. Alors, et le document de gestion de crise doit nous dire à peu près comment on se débrouille quand il y a un sinistre majeur, si par exemple le siège s'est effondré, si c'est juste l'indisponibilité du système d'information, si c'est des questions de ressources humaines qui posent des problèmes. Qu'est-ce que nous faisons comme question pour aller et pour régler la question. Je me rappelle toujours que, je crois que c'est en 2003, où on m'a dit, quand je faisais du PCA, qu'il fallait acheter des cache-nez, les stocker. Ça m'avait vraiment fait rire, quoi. Je me suis dit, quand est-ce que nous en aurons besoin? Et je crois que tout le monde a eu la réponse. Tania, on peut avancer, s'il te plaît? Bon, donc, et pour mettre en œuvre le dispositif de gestion de crise, il faut savoir quel est l'objectif du plan de gestion de crise. OK. Donc, il faut avoir un plan de gestion de crise et il faut savoir quels sont ses objectifs. Donc, globalement, il faut avoir regarder la sécurité des biens, etc., pour préparer ce document de gestion de crise. Tania, on peut avancer parce que je crois que j'ai déjà consommé beaucoup de temps. Et je vais peut-être revenir s'il y a des questions. On peut avancer, s'il te plaît? Alors, ça aussi, c'est un glossaire pour savoir ce que certains termes que j'ai mis là. Donc, ici, c'est très important pour que vous sachiez comment on peut séquencer les choses. Et dans la question de gestion de crise, nous avons l'avant, pendant et l'après. Et d'accord? Et l'avant, il faut se préparer. Pendant, il faut faire la veille, c'est-à-dire alerter, décider, exécuter. Et puis, l'après, c'est de clôturer la crise. Et il y a une activité transverse sur ce sujet-là, c'est vraiment la communication. Donc, je crois qu'après, on va partager les diapositives. Mais voilà des activités qu'il faut, pendant la gestion de crise, comment il faut les planifier. Est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît? Alors, et ça, j'explique ici toutes les activités que vous avez eues sur la diapo suivante, comment il faut alerter et à quel niveau il faut faire certaines choses et quel est le timing à peu près de ces choses. Donc, alerter, il faut faire à peu près moins d'une heure pour alerter quand c'est nécessaire. Si vous aviez vu dans la diapo précédente, une organisation d'alerte va commencer par un point d'entrée et c'est le point d'entrée qui va communiquer, etc. Donc, ce dispositif doit être bien ficelé.
Et en moins d'une heure, s'il y a une alerte, il faut qu'on puisse alerter. Entre 1 heure et 2 heures, on doit décider, c'est-à-dire faire organiser, qualifier et décider de ce qui est à faire. Et puis maintenant, passer à l'exécution. L'exécution, ça dépendra de l'ampleur de la crise ou de l'incident. Et ça peut durer de 1 jour à quelques jours. Alors, maintenant, la clôture, il faut essayer de clôturer un incident. Ce n'est pas évident. Et, en moins d'une semaine, il y a des choses qui sont assez têtues qu'on ne peut pas clôturer. Mais de toute façon, on doit rentrer dans la logique de la clôture pour revenir un peu dans la normale. On peut avancer? Alors, aussi, ça c'est juste aussi pour vous donner un aperçu de comment on peut présenter la documentation de la crise, d'accord, et ce qu'il faut faire réellement quand on parle de plan de continuité d'activité, quelles sont les choses à faire, quels sont les documents à préparer et quels sont les documents que nous devons avoir, les PV de crise, les relevés de décision, les PV de sortie de crise, etc. Et à quel moment toutes ces choses-là, ces outputs-là, doivent être présents pour qu'on puisse à l'avenir savoir comment les choses se passent pour qu'il y ait le moins d'erreurs possible et qu'on soit efficace jusqu'à la sortie de crise. On peut avancer, s'il te plaît? Voilà, donc le dispositif d'alerte, on a trois niveaux d'alerte. Et je le disais tout à l'heure, il y a les opérationnels et les dispositifs. Désolé, j'ai été perturbé. Alors, donc, on a, et pour le dispositif d'alerte, nous avons trois niveaux d'alerte. Et donc, c'est juste pour montrer comment vous pouvez organiser les niveaux d'alerte, quels sont l'arbre de décision, comment ça se fait pour qu'on puisse vraiment aller vers la gestion de la crise et prendre en charge la crise et clôturer l'incident. Donc, c'est vraiment vous présenter le processus de la gestion de crise sur cette diapositive. Est-ce qu'on peut avancer, s'il te plaît? Donc, une autre présentation des niveaux d'incident. Et ici, suivant, parce que je n'ai pas dit ça tout à l'heure, les questions, les décisions sur le comportement, la qualification de la crise, etc. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous déclenchons la crise, etc. Ce n'est pas des décisions qui sont des décisions simplement d'un individu alpha ou bêta, non. Dans l'organisation de la question de décision, on a vraiment le conseil d'administration qui va, pour certaines décisions, être vraiment le décideur. Mais la cellule de crise qu'on va, en cas de crise, mettre en place, cette cellule de crise va être celle qui va communiquer avec le conseil d'administration pour lui montrer vraiment quel est l'état de la crise. Et il y a aussi la partie des managers permanents du système d'information
qui vont communiquer avec la cellule de crise. Et il y a l'entrée de l'information, qui est une entrée unique normalement. On veut qu'il y ait une entrée unique, quel que soit le déclencheur de l'information de crise ou d'incident, que ça aille à un seul point de Je n'entends plus Alain, c'est seulement à mon niveau. Non, c'est pareil. Donc, c'est un peu certainement à son niveau. Allô? Allô? Oui, Tania, tu peux avancer, s'il te plaît? Ah, d'accord, on OK. t'avait perdu pendant un moment. OK. Ah bon? C'est bizarre, ça. Moi, je vous ai perdu, en fait, c'est vrai, et je me suis C'est rendu la compte. connexion. Donc, ouais, je suis vraiment dans un trou quelque part. Et alors, et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a plusieurs niveaux sur le dispositif d'alerte. On a le niveau 1, il y a les rôles que vous avez ici. Au niveau 1, vous avez le SPOC du système d'information, c'est le Single Point of Control, qui est l'entrée en crise. Maintenant, il y a des acteurs qu'il faut désigner dans cette documentation, qu'il faut désigner quand on est en crise. Donc, à qui il faut parler, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Au niveau 2 d'alerte, on a les managers permanents du système d'information, qui sont des personnes bien connues et avec lesquelles, si on escalade un incident du niveau 1 au niveau 2, c'est à ces personnes qu'on communique et il faut les connaître. Au niveau 3 de la crise, on a les managers de crise et il faut ce document, il faut le compléter pour qu'il soit dans la documentation et puis dans le guide de gestion de crise que nous avons. On peut avancer? Voilà, donc tout à l'heure, j'ai parlé des différentes personnes et ici, je redéfinis leur rôle et responsabilité et comment on escalade. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est peut-être une crise ou une alerte peut être déclenchée par un superviseur du système d'information ou un collaborateur. Donc, l'information arrive au niveau central du SPOC. Après, le SPOC va qualifier l'incident et déclencher, oui ou non, une gestion de crise si c'est nécessaire de déclencher de qualifier une crise. On va la qualifier et puis envoyer au manager permanent qui va prendre la relève pour la crise. Donc, c'est des choses que j'ai eu à décrire ici, mais à faute de temps, je ne pourrais pas. Mais vous aurez le truc après, vous pourrez le lire. On peut avancer, s'il te plaît? Allô, allô? OK, merci. Donc, au niveau 3 sur le dispositif d'alerte, on a, on a le manager de permanence et vous allez voir quels sont ses attributs, comment il échange avec les autres parties prenantes quand la décision doit venir jusqu'à lui et quel sera ses comportements. Parce que c'est lui qui va décider de dire, OK, on est en crise, voici ce qu'on va déclencher. Donc, les lieux de réunion, il va les identifier, ouvrir une salle de crise, initier les premiers rapports concernant la situation de crise et assister aux réunions de crise avec les cellules de crise et tout ça. Ça, c'est vraiment le rôle des managers de permanence. Donc, ces rôles-là doivent être bien définis dans le plan de continuité informatique. On peut continuer, s'il te plaît?
Alors, le 3, c'est les dispositifs de crise. Donc, comment on s'organise quand on a déclaré qu'on est en crise, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y a les acteurs qui vont, quand le manager de crise va décider qu'il faut se réunir rapidement parce qu'on est en crise, il y a son rôle dans la mission, le manager de crise, c'est de piloter l'organisation de la crise et de la situation de crise. Il y a le rôle d'observateur. Il faut identifier des personnes dans ce rôle-là. Hein. Donc, ces personnes doivent observer le pilotage de la situation de crise. Il y a le rôle de rapporteur et aussi le rôle de responsable critique, pardon, des métiers critiques. Donc, la mission de ces gens, c'est de participer aux réunions de crise parce que c'est des experts métiers qui ont certainement leur pierre à apporter à l'édifice. Est-ce qu'on peut passer la diapo là, s'il te plaît? Donc, et comme précédemment, toutes ces personnes-là, il faut les identifier dans notre documentation et écrire quel est le métier, quel est l'acteur en face. Et s'il y a un acteur ou deux acteurs, il faut remplir ce type de fiche pour la communication. On peut passer, s'il te plaît? Alors, nous avons aussi la question de décision. Quand nous avons la cellule de crise, vous avez confirmé les rôles et les responsabilités, et constitué les différents groupes d'action. Hein, et puis, il y a, il y a les cellules que nous, de continuité, les cellules de communication que nous devons constituer pour discuter de l'état de la situation, présenter brièvement l'historique de l'incident. Globalement, c'est vraiment des cellules qui vont prendre la crise en main, communiquer et puis diriger les gens dans ce qu'ils ont à faire, hein, et mettre les ressources à disposition, valider les actions déjà prises, etc. S'assurer qu'un contact, s'il y a des questions d'informative ou autres à régler, que ces choses-là se fassent. Et il faut aussi informer le contact qu'il ne doit en aucun cas communiquer à propos de la crise si ce contact est sollicité pour une communication interne ou externe. Il doit contacter immédiatement la cellule de crise. Donc, c'est des questions de comportement que j'ai résumées dans la cellule de crise parce que c'est vraiment une cellule de crise et elle est tenue responsable sur les questions de décision et les questions d'information. Parce qu'une mauvaise information peut vraiment foutre le désordre. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Donc, et toujours hein, sur la cellule de crise, les actions de décision, il faut demander au contact de mettre à jour les informations, déterminer avec le groupe 2 et les experts en communication de l'entreprise, la politique de communication interne et externe, parce qu'il est parfois nécessaire que une rupture du système d'information soit obligée d'informer la clientèle, de les faire patienter, etc. Il faut aussi décider avec le président de lancer ou non le PCI en question. Et c'est ce que je disais. Quand on a qualifié la crise, est-ce qu'on déclenche la procédure réellement de plan de continuité parce que c'est une décision managériale importante. Il faut peut-être aller jusqu'au conseil d'administration pour avoir l'autorisation de le faire. Donc, ces choses-là, on doit savoir qu'on ne les fait pas comme ça. Il faut un process et ce process-là est organisé et bien documenté. Donc, si par contre, on a
Donc, l'organisation de l'exécution du dispositif de crise, c'est un peu schématisé comme ça. Et comme je vous ai dit, il y a des gens qui communiquent, il y a des gens qui travaillent sur la continuité, il y a des relais pour chaque personne. Donc, ceux qui vont faire du reporting, ceux qui vont… Donc, c'est vraiment une organisation qui permet aux gens de suivre la crise, de savoir comment communiquer avec les gens et dire les délais dans lesquels on peut vraiment être en sortie de crise, etc. On peut aller à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, ce n'est pas grave, hein, Tania. Et comme je vous l'ai dit, il faut vraiment documenter toutes ces choses-là. Et j'ai donné des exemplaires de documents pour que ça puisse vous inspirer si vous travaillez sur le plan de continuité informatique. Alors, les cellules de crise, il faut organiser des réunions, des points de situation avec toutes les parties prenantes au moins 2 fois par jour. On peut fixer les heures, hein, une fois dans la matinée. OK, une fois dans la matinée, une fois dans la soirée pour voir l'évolution. Donc, il faut s'assurer que les décisions prises sont diffusées et mises en œuvre, valider toutes les mises à jour de la stratégie de communication, recueillir l'ensemble des informations disponibles et les communiquer en séance et puis rapporter au manager de crise l'évolution de la situation. Le groupe d'action et de continuité, par contre, il faut informer les relais, lancer le PSI, le secours du système d'information et des télécoms avec les équipes SI, faire un audit des dysfonctionnements éventuels signalés, faire un inventaire des collaborateurs opérationnels, les processus opérationnels stoppés et l'avancement du PCA, etc. Et puis faire un inventaire des ressources de redémarrage des processus opérationnels, gérer les affectations de ressources, etc. Et déployer la stratégie de gestion des ressources humaines et les gens qui sont en congé, etc. pour les collaborateurs non concernés par le PCI. On peut aller à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, la même chose, hein, il y a le groupe d'action de continuité et pour les actions d'exécution. Pour les actions d'exécution, vous voyez bien tout ce qu'il y a à faire pour les questions de PCI. Le groupe d'action 2 aussi, donc pour la communication, j'ai énuméré les choses à faire pour qu'on puisse réellement communiquer sur la question d'exécution. On peut passer, s'il te plaît. On peut passer, s'il te plaît. Je suis à la clôture de crise à mon niveau. Hein? Je suis à la clôture de crise à mon niveau. Il y a un délai chez toi pour recevoir. C'est bon, Alain? Oui? Tu Tu as la m'entends? slide? Oui, moi, je te reçois. Tu as la OK. slide, clôture de crise? OK. Oui, oui, clôture de crise, voilà. Je l'ai maintenant. Donc, et la dernière partie de cette activité, c'est la clôture de la crise. Hein. Alors, comment on clôture une crise? La première chose, c'est faire une évaluation de la crise. On vérifie la situation et on voit en cours de stabilisation parce que quand on revient à la normale, on observe quelques moments pour voir si on est bien revenu à la normale, vérifier le succès des mesures lancées, faire l'inventaire des difficultés et analyser les points forts de la crise. Alors, pour clôturer, il faut
prononcer la fin de la crise, il faut formellement prononcer la fin de la crise, diffuser l'information à tous les acteurs, définir le plan de communication de fin de crise et recueillir toutes les mains courantes et puis féliciter et remercier les personnes qui sont les parties prenantes. Maintenant, il y a un point important d'amélioration. Il faut définir un plan d'action correctif. Parce que si ce qui est arrivé, on en tire des leçons, il faut définir, il faut faire l'amélioration, hein, attribuer des relations et des responsabilités à l'action, mettre à jour le processus de gestion de crise. Donc, quand on a planifié, effectivement, après l'incident qui est survenu, on s'est dit oui, il y a des choses qu'on a ratées, il y a des choses qu'on a bien pu faire et on améliore en faisant une mise à jour. On peut passer à la suivante, s'il te plaît. Alors, aussi, vous allez pour la clôture de crise, vous avez les différentes choses que les différentes cellules doivent faire, la cellule de crise, comment elle procède à la clôture, et le groupe d'action de continuité aussi, quelles sont les actions pour clôturer la crise. Donc, en fonction de l'évolution de la situation et des rapports envoyés par les groupes d'action, décidés avec le président de l'entreprise, etc. Donc, la communication aussi, ils ont leur rôle à jouer. Et il faut surtout que les gens soient informés, hein, que la crise a évolué et on est en train de la clôturer et qu'on est en train de retourner à la normale. On peut passer, s'il te plaît. Alors, ici, j'ai donné les constituants d'une salle de crise. Quand on a une salle de crise, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Il faut prévoir une salle de réunion, du paperboard, des photocopieuses, fax, des télés. Je ne sais plus si les gens utilisent toujours des fax, mais ça fait partie des équipements nécessaires dans une salle de crise. Et puis les fournitures qu'il faut pour la salle de crise. Voilà, il y a aussi la boîte à pharmacie qu'il ne faut pas oublier parce qu'il peut y avoir des soucis. Maintenant, oui, on peut passer. Voilà, ici, j'ai donné quelques fiches d'évaluation de l'incident, des incidents. Et fiches d'évaluation des incidents, il y a, vous voyez comment ça se présente. Et on a les noms des créateurs qui a donné l'alerte. Et si, ça, c'est pour faire vraiment une documentation de l'incident et de faire l'évaluation. Ces documents sont nécessaires pour la gestion de la crise et depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à la clôture. Donc, tu peux passer, bon, parce que j'ai mis ça en plusieurs slides. Voilà, donc la fiche d'évaluation, c'est à peu près ça. Et ça, c'est des documents que vous devez avoir pour documenter la crise. Et donc, c'est vraiment la fin de ma présentation. Vous allez remarquer que je n'ai pas du tout parlé d'informatique au sens réel du terme, parce que je suppose que quand on parle de PCI, nous avons déjà des désastres recovery, que nous avons des sites de secours, que nous avons parlé de redondance des liens, etc. Et que ces choses-là, techniquement, on sait les mettre en œuvre et que nous avons, suivant la criticité de notre métier et de l'importance de l'informatique dans notre entreprise, que nous avons identifié un lieu pour faire le site de secours et que ce site de secours est vraiment un site de secours. Suivant le cas, ce sera un site qui est complet, c'est-à-dire vraiment un site miroir ou un site, une salle blanche, etc. Donc, ces choses-là, je n'en ai pas parlé parce que c'est plus informatique organisationnel. Or, le plan de continuité d'activité ou le plan de continuité informatique ou de reprise informatique est plus procédural
que toute autre chose. Donc, je vais m'en arrêter là. Et s'il y a des questions, on va les prendre. Merci beaucoup. Merci Tania. beaucoup, Alain. Je présente déjà nos excuses à, à nos collègues parce qu'on est allé largement au-dessus du temps prévu. Je titillais Alain chaque fois par message, déjà 30 minutes, vas-y un peu plus vite, mais bon. Alors, si vous Bon, avez des j'ai questions, essayé d'aller plus vite. ouais, c'est ça en fait. Quand on est un ancêtre, c'est toujours compliqué. Alors, les amis, vous pouvez prendre la parole. Vous voudrez bien lever la main sur Teams. On va donner la parole à tour de rôle et pour que la session soit interactive. Je vois Adonlin Mireille. Allez-y, pas plus de protocole que ça. On a déjà assez pris du temps. Bonjour à tous. Merci, Président, pour cette présentation. Moi, j'ai deux petites questions. Quelle est la subtilité entre un plan de continuité d'activité et un plan de continuité informatique? Alain, Je tu peux pose y mes aller en deux même temps. OK. questions. Et Mireille, je ne sais pas si tu t'es connecté un peu plus en retard. Sinon, j'ai commencé par le plan de continuité d'activité qui englobe toute la continuité de l'activité. Le plan de continuité informatique, c'est le plan informatique pour supporter la continuité d'activité. Et quand je dis ça, si vous décidez par exemple, hein, de faire un site de secours, le site de secours, il faut du secours informatique sur le site de secours. À part les hommes, il faut une organisation, effectivement, mais il y a, par exemple, quand j'ai dit une salle de crise, par exemple, si c'est une salle de crise que vous voulez avoir, ou un site, vraiment, il y a des entités où ils ont carrément des sites qui sont des sites très opérationnels pour accueillir les gens pendant un incident, et ils ont un certain nombre de serveurs, un certain nombre de commodités informatiques pour reprendre leur activité là-bas. Ils peuvent reprendre l'activité partiellement ou totalement, suivant que le plan de continuité informatique leur permet cela. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta préoccupation. OK, merci bien, oui, parce que je voyais le plan de continuité informatique qui intègre beaucoup plus des actions IT, alors que le plan de continuité d'activité, pour moi, vraiment, c'est de l'organisationnel qui peut, suivant la crise qui intervient, ne même pas, l'IT peut même ne pas être impacté. Donc, merci pour la précision. Maintenant, pour le plan de reprise informatique, j'avoue, je n'ai pas bien vu dans la présentation. J'ai vu plutôt une présentation qui est organisationnelle, mais je n'ai pas vu le plan de reprise informatique sur la présentation. Donc, je voulais juste savoir si je fais une bonne analyse. Et si c'est le cas, je souhaiterais que ce sujet, que tu nous présentes une autre fois, vraiment cette stratégie-là de plan de reprise informatique. Merci. Merci Mireille. Bon, mais c'est vrai que je ne me suis pas attardé sur cette question, mais j'en ai parlé. Le plan de reprise informatique, c'est vraiment organisationnel. Par exemple, je dis après avoir défini le Business Impact Analysis et en disant quelles sont nos priorités de reprise, nous allons regarder maintenant qu'est-ce que nous mettons en œuvre informatiquement pour soutenir la reprise. Je dis quelque chose tout bête, hein. Je dis, OK, il faut que les modules de caisse de la banque marchent en premier. Ah, s'il faut ça, qu'est-ce que nous avons au niveau système d'information? Si nous avons le système d'information, qu'est-ce que nous avons en tant que matériel?
qu'est-ce que nous avons sur les liens télécoms et comment on les raccorde aux caisses, etc. Donc, c'est la reprise informatique, effectivement, c'est une organisation. Mais l'organisation, est plaquée au plan de reprise au PRA. Et pardon, oui, au PRA, donc au plan de reprise d'activité. Je ne sais pas si c'est compris, mais je peux exposer plus largement, hein, mais vraiment, le temps qui m'a été donné, et puis avec l'incident de partage que j'ai eu, je n'ai pas pris, j'ai pas vraiment insisté sur ce sujet. Merci, Président. Merci beaucoup, Mireille. J'ai un lot de 3 questions dans le chat. Quelles seraient de Oui. façon pratique les fonctions des personnes qui devraient constituer la cellule de crise? Je pense qu'on en a parlé, mais bon, peut-être tu vas revenir dessus. Quelle doit être la taille minimum de l'entreprise pour mettre en place le PCI et PRI? Une question très intéressante à mon avis. Quoi faire lorsque les décideurs ne sont pas alignés avec les propositions d'investissement pour anticiper la réalisation des incidents? Je pense qu'on est tous confrontés quelque part à ce problème. Existe-t-il enfin un canevas pour l'évaluation des risques? Voilà. Tu as une brochette de questions là. Oui, bon, je vais commencer. Sur un canevas sur l'évaluation des risques, c'est ce que j'ai dit. Je commence par la dernière question. C'est plus quelque chose c'est une expertise que vous devez avoir en tant que métier et en tant qu'expert informatique. L'évaluation des risques n'est pas vraiment une activité uniquement informatique. Et j'ai donné quelque chose tout à l'heure pour parler d'évaluation de risque. Je dis quelqu'un qui travaille, si on a des industriels qui ont quand même un système d'information important que vous gérez. Hein, vous devez évaluer les risques. Quels sont les risques? Les risques de feu, les risques de choses. En fait, les risques ne sont pas de même nature dans différentes entreprises. Donc, suivant le métier, vous serez confronté à divers risques qui ne sont peut-être même pas des risques informatiques directs. Donc, c'est ça, en fait, la réponse que je peux apporter sommairement à ça. Donc, l'analyse des risques, c'est vraiment une expertise et ce n'est pas forcément des informaticiens qui vont faire cela. Maintenant, et sur la question suivante, on a quand même parlé, et j'ai parlé de ce qu'il faut faire. Malheureusement, je n'ai pas, je ne sais pas si tout le monde a vraiment été là en ce moment. Donc, on a parlé du plan de continuité d'activité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pardon, du plan de continuité informatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les actions à mener dans ce cas-là du plan de continuité? On a dit qu'il faut définir des objectifs de continuité d'activité en cas d'incident majeur, c'est-à-dire on ne va pas déclencher la continuité d'activité n'importe comment, mais on va définir des objectifs sur à quel moment on peut déclencher un plan de continuité d'activité. Après, il faut identifier des activités, des processus critiques à protéger. Par exemple, je ne vais pas imaginer, tout à l'heure, il y a une question sur laquelle je vais revenir. Vous voulez dire à quelqu'un, écoute, hein, moi je veux sauvegarder ou bien je veux faire le site de secours à l'identique du site de production. Ça a un coût et comme ça a un coût, il faut vraiment montrer à la personne quelle est l'obligation pour elle de travailler dans le confort initial. Parfois, c'est juste si une activité peut être remontée très rapidement et qu'on va tourner momentanément
en dégradé et que peut-être au bout de 2 heures, on peut remonter ou bien même au bout d'un jour, suivant la criticité de l'activité. Vous n'allez pas dire à votre chef, non, je veux du matériel forcément pour remonter cette activité qui, au fond, n'est sollicitée qu'une fois dans la journée ou une fois dans la semaine. Donc, ça, c'est des questions que, pour dimensionner, et c'est là où je rebondis sur la question suivante, hein, quand les gens ne sont pas sensibles, il faut leur montrer réellement qu'est-ce qu'on perd. Qu'est-ce qu'on perd aujourd'hui si on vient et que toute l'informatique est partie? Je sais qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises où la continuité d'activité ou même le disaster recovery n'est même pas à l'ordre du jour. Mais ceci est dangereux parce que, et je vais vous dire sincèrement, avec le temps que j'ai passé dans ce métier, et c'est l'informatique. Il faut documenter rigoureusement ce type de demande pour que le jour où il y a un incident qui survient, qu'on ne vous dise pas, mais tu ne m'avais rien dit. Ce n'est pas à vous, en tant qu'opérationnel, de décider oui ou non hein, de faire de la continuité d'activité et de dire que c'est cher de faire de la continuité d'activité, mais c'est au décideur de regarder le risque en face que vous lui avez montré, parce que c'est ça aussi, parfois, en tant qu'informaticien, on n'est pas capable de faire une bonne analyse de risque et de montrer aux gens qu'est-ce que ça leur coûte hein, de tourner avec un système en danger. Les gens achètent, ils payent bien les assurances pour les véhicules. Et donc, il faudrait savoir, c'est vrai que parfois, un PCA peut rester inopérationnel. Et c'est la prière qu'on devrait avoir. Donc, moi, je pense rigoureusement que c'est de notre rôle en tant que gestionnaire de systèmes d'information de montrer aux gens que ce n'est que des machines et une machine peut tomber en panne. Et si elle tombe en panne, tout ce que nous avons fait depuis le début ira en fumée. Et ça, c'est même pas des choses sur lesquelles il faut tergiverser. Maintenant, sur la question de data recovery, il faut être aussi clair dessus. Les données d'une entreprise, c'est toute la vie de l'entreprise. Si vous ne pouvez pas avoir du secours sur vos données, et le jour où il y a un souci, aujourd'hui, c'est même tout à fait bête, hein, et un ransomware qui rentre dans votre système d'information, si vous n'avez rien, c'est que l'entreprise est presque morte. Les statistiques existent, hein. Toutes les entreprises qui ont eu des problèmes à un stade donné de leur vie et qui n'ont pas de secours ont presque fermé. Il faut être très clair dessus. Les statistiques existent. Voilà, donc tout à l'heure, tu parlais des risques. Je pense qu'on va faire un pont sur la question de Christian. Quel est le lien qu'on peut faire entre le PCI, PRI et le plan de mitigation des risques? Ah, ça, c'est une chose très, très intéressante. Hein. Et c'est d'ailleurs ça qui va vous faire adopter ou pas une solution de secours. Parce que, et tout à l'heure, on en dit oui, mais parfois les gens ne sont pas sensibles. Ils sont bien sensibles, ils sont bien sensibles à la chose. Mais malheureusement, il y a un coût hein, pour payer de l'assurance. Donc, si réellement vous n'arrivez pas à montrer à votre management comment on peut atténuer des problèmes. Juste, je veux dire, tu n'as pas de backup. Tu n'as pas de backup. Comment tu peux, en cas de crash de disque, comment tu peux restaurer? Ça, tout le monde peut comprendre ça. Donc, il faut minimiser les risques, c'est vrai, parce qu'un risque ne peut... Vous savez, hein, il y a aussi des risques à faire du PCA dans certaines conditions, à choisir de faire
une salle blanche, une salle rouge et une salle miroir, ou etc. Il y a des risques à faire cela parce que si tu fais de la synchro et que des données sont corrompues à droite, sont corrompues à gauche, etc. Mais on doit pouvoir avoir un plan de mitigation de risque parce que c'est d'ailleurs ça qui va être le moteur de nos choix de secours. Ça, c'est très important. Et bon, je ne sais pas si je réponds très bien à la question posée, mais si vous n'avez pas, vous ne savez pas identifier les risques et dire comment vous pouvez minimiser les risques, il y a un gros problème. Un micro. Olivier, ton micro, s'il te plaît. Je l'ai désactivé, c'est bon, allons-y. Et Tania, il y a des questions dans le chat que j'ai vu passer. Oui, il y a d'autres questions dans le chat. Comme on est en train de parler toujours des risques, je vais aller sur la question 4. Est-ce que j'ai fini toutes les questions même? S'il te plaît. Oui, oui, pour l'instant, ça va. On suit le fil. Je vais aller sur la question 4 de Eric. Quel lien fais-tu entre PCA et cybersécurité? Oui. La cyber-résilience te parle-t-elle? Ah, OK. Bon, d'ailleurs, et pour être très sérieux, quand tu fais du PCA, tu ne peux pas oublier la cybersécurité. Il y a plusieurs natures de questions qui sont abordées quand nous faisons du PCA sur des questions de cybersécurité. Et le plan de continuité d'activité peut être vraiment un risque pour toi si tu ne tiens pas compte de la cybersécurité, parce que si tu déplaces, tu as un site secours, s'il n'est pas sécurisé au plan cyber, tu as un gros risque. Donc, on ne peut pas faire un plan de continuité d'activité aujourd'hui sans intégrer la partie cybersécurité. C'est juste pas possible. Et autant on contrôle la cybersécurité de la production, autant on doit contrôler la cybersécurité de notre secours. Donc, si on a un plan de secours informatique, on doit effectivement introduire les questions de cyber dedans. Et je crois qu'à la diapo 6, j'avais parlé un peu de ça en disant qu'il y a parfois des actes de malveillance qui sont des actes internes ou externes. Ça peut résumer un peu la question de cybersécurité. Donc, c'est essentiel, quand on parle de PCA, de parler en même temps de cybersécurité. Donc, il a demandé... Tania? Oui. Et après, ça va être l'IA, intelligence artificielle et continuité d'activité. Tu penses qu'il y a des avantages qu'on peut en tirer? Bon, en fait, intelligence artificielle et continuité d'activité, il y a forcément des avantages. Parce que déjà, de toute façon, c'est que, bon, ma présentation était très longue, sinon, je voulais donner des cas pratiques de continuité d'activité qui sont à la mode aujourd'hui et qui coûtent vraiment moins cher. Mais on a des questions de moralité ou non, des questions de... C'est pas de moralité que j'aurais dit. Aujourd'hui, il y a la mode aujourd'hui, c'est de faire du PCA avec du cloud, d'accord, move to cloud. Et le move to cloud est vraiment un PCA bien moins cher. Et nous devons, si nous n'avons pas de réticence au plan réglementaire, je pense qu'il faut que nous puissions adopter ce type de plan de continuité informatique pour minimiser les coûts de la mise en œuvre du PCI. Donc, je pense que l'IA va forcément apporter, parce que la question de l'IA, c'est vraiment que
elle peut apporter vraiment une productivité accrue sur les questions de plan de continuité d'activité, si réellement nos process sont bien rédigés. Tout à l'heure, on en dit en termes d'organisation, il faut ceci, il faut cela. Si les processus sont bien connus et bien maîtrisés, je pense qu'Alain a des problèmes de connexion. Alain, tu nous reçois? L'IA pour automatiser. Alain, c'est épileptique là. Oui, oui. Vas-y, vas-y. Ah, vous ne m'entendez pas? Ouais, pendant un moment, on t'a perdu, mais pendant un moment, on t'a perdu. Mais bon, vas-y, conclue sur ce point et puis on pourra oui, avancer. Donc, je disais que l'IA peut apporter beaucoup et dans la charge de l'organisation du PCA ou du PRI ou du PCI, parce que, après tout, l'organisation se fonde sur des process qui sont quand même dirigés par des hommes aujourd'hui. L'IA peut vraiment, sur des questions bien maîtrisées, l'IA peut avoir un apport important pour que on ait moins de risques d'erreurs humaines. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Merci à tous pour ces questions. Pardonnez, on ne pourra pas prendre toutes les questions que je vois dans le chat, mais on est tout le temps ensemble sur le forum du club. On pourra à tout moment discuter de cette thématique beaucoup plus amplement. On n'avait qu'1 heure et on est en train de déborder largement. Merci pour votre patience. Donc, je remercie tous pour votre participation et pour vos questions très, très intéressantes. Et retenons que le plan de continuité informatique est primordial car il est destiné à permettre la reprise du système d'information lorsque celui-ci est impacté par une situation de crise, sinistre ou défaillance majeure. Donc, assurons-nous d'avoir un dispositif de gestion de crise bien élaboré et assurons-nous de tester régulièrement notre plan de continuité informatique pour nous assurer qu'il est réellement efficace. Donc, je vous remercie vraiment. Je vais passer la parole à Vincent qui va nous donner les prochaines sessions, la session de la semaine prochaine ou je ne sais pas. Vincent, à toi la parole. Merci beaucoup Alain, merci à tous. C'était vraiment un plaisir vraiment. pour moi. Merci beaucoup Tania pour avoir conduit de mettre cette présentation. Vous avez réussi à nous tenir en haleine. C'est pas s'il fallait vraiment arrêter, sinon vraiment c'était très, très intéressant, très, très accrochant. Merci surtout au Prégo, comme je l'appelle souvent, le mastodonte Alain, pour ce sujet très, très intéressant. Certainement qu'on aura d'autres occasions de revenir sur les autres aspects. Donc, au nom du bureau, je remercie tout le monde, tous les participants. Et le prochain After Work, ça serait le 21 juillet avec le duo Lionel Mbweke et secondé par Antonio Agbato qui va assurer la modération. Le thème, c'est les villes intelligentes, enjeux et perspectives pour un développement économique et social. Donc, prenez le rendez-vous. Nous allons vous le rappeler en son temps comme d'habitude. Et merci et bonsoir à tous. Merci à tous. Bonsoir. À la session prochaine. Merci beaucoup. Bonsoir et bon week-end. Merci. Merci. Merci Au beaucoup. revoir.